va démarrer, même s'il y en a certains qui continuent à s'installer et à arriver, parce que je voudrais pouvoir avoir le temps d'avoir un échange avec la salle, et comme on a ensuite le discours du premier secrétaire, on ne peut pas déborder beaucoup. Donc, merci d'être nombreux dans cette grande salle pour un sujet qui ne fait pas partie de nos propositions dans le projet aujourd'hui, parce que ça reste un sujet complexe et donc sur lequel nous n'avons pas encore pris position officiellement au sein du Parti socialiste, la légalisation du cannabis. Mais j'ai tenu avec d'autres, et je sais que le premier secrétaire lui-même, Olivier Faure, tient à ce que nous puissions lancer ce débat, avoir ce débat au sein du parti, parce que c'est aujourd'hui une question de société qui traverse plusieurs aspects, les aspects santé, sanitaire, sécurité, économie, fiscalité, et qui revient de plus en plus dans le débat public, et donc on ne peut pas, au Parti socialiste, ne pas avoir réfléchi sur la question et ne pas être prêt par rapport à l'échéance, aux échéances nationales, présidentielles et législatives de 2022, ne pas être prêt à, au minimum, s'engager dans le débat public et développer nos propres arguments. Pour ce débat, cette controverse, deux invités, Laurent Geoffrin, fondateur et président du mouvement Les Engagés, François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône et coprésident de Liberté, Écologie, Fraternité. Ce que je vous propose, c'est que je proposerai à nos deux intervenants de faire une introduction, un propos introductif permettant d'expliquer de manière un peu générale leur position sur cette question. Ensuite, que je vous challenge un petit peu par rapport à ces positions, puisque vous êtes tous les deux plutôt, disons-le tout de suite, plutôt favorables à une légalisation encadrée du cannabis. Et donc je vous challengerai un petit peu par rapport aux arguments en contre qui existent aujourd'hui dans le débat public, et ensuite on ouvrira aux questions de la salle. Donc peut-être commencer par toi, François-Michel, parce que tu as participé à la mission parlementaire sur le sujet, et surtout parce que tu as déposé une proposition de loi. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup à Corinne qui devra effectivement, comme tu l'as dit, nous challenger sur ce sujet de la légalisation du cannabis, un sujet que j'ai initié il y a un peu plus de 2 ans en déposant une proposition de loi qui a été votée, non malheureusement, qui a été co-signée par des députés de quasiment tous les bancs progressistes de l'Assemblée, y compris des députés LREM, mais qui a été débattue en commission le 31 mars dernier. Alors là, paradoxalement, elle a été complètement détruite, défaite par les LREM, parce qu'ils étaient sur instruction, mais qui est elle-même dans l'approche du Conseil d'analyse économique. Le Conseil d'analyse économique est un think tank qui est rattaché à Matignon, aux fonctionnaires, des chercheurs qui, sur mission, rendent des rapports. Et il se trouve que, de façon pure coïncidence, ils ont rendu à une semaine près le même rapport, la même vision, pardon, en termes de légalisation du cannabis, c'est-à-dire légalisation du cannabis par un monopole d'État, sous contrôle d'un monopole d'État. C'est ce que je propose, parce que ce n'est pas un sujet simple, et on s'en parlait en aparté avec Laurent, avec Corinne. Je suis dans le doute, et je reprends les mots que j'ai donnés à Laurent tout à l'heure, c'est à manipuler comme de la nitroglycérine. Ça peut être très intéressant, apporter des transformations, mais ça peut aussi être une catastrophe. Voilà dans quelle situation je m'engage sur cette voie, mais avec des questions en face. Pourquoi on s'engage dans cette voie? Parce que si c'est si dangereux, tu pourrais nous dire, mais pourquoi vous y engagez? Alors, vous connaissez la situation, 1 million de consommateurs quotidiens, 5 millions réguliers, un Français sur 3 adultes a déjà consommé du cannabis. C'est des territoires de la République que l'on dit perdus. C'est 1 million d'heures de police utilisées, c'est-à-dire quasiment la moitié des heures engagées par la police en France sont utilisées contre le trafic de cannabis. C'est 1 milliard d'euros de pertes, quand on cumule toutes les pertes
police, justice et hôpitaux. Hôpitaux, pourquoi? Parce que comme ce sont des produits souvent trafiqués, frelatés, ils créent finalement des impacts plus puissants que ceux qu'attendait la personne qui va consommer. Comme je le dis souvent, dans ma ville de Gardanne, la maman d'aujourd'hui évite toujours le même pâté de maison qu'elle évitait avec sa propre maman il y a 25 ans. C'est-à-dire les choses n'ont pas bougé en 25 ans dans certains espaces, car c'est là qu'il y a des points de deal, c'est là qu'il y a des risques de tension. Donc c'est quelque part un échec de cette politique de prohibition. Et je rajouterai par rapport à tout ce que tu as dit, c'est aussi une question de géopolitique. On en parle très très peu. Certes, Gérald Darmanin dit que les États qui ont légalisé en reviennent, mais ça on laisse de côté. La vérité, c'est que le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique et le Portugal, et le Pays-Bas, pardon, vous aurez donc compris que tous les pays limitrophes de l'Hexagone sont entre dépénalisation et légalisation, avec notamment la Suisse qui a déjà l'expérimentation, le Luxembourg qui a déjà posé les bases d'une légalisation du cannabis. Donc on ne peut pas imaginer être à rebours en termes de géopolitique, en termes de réalité territoriale, être à rebours de ce qui se passe tout autour de nous. Donc ce sont tous ces enjeux qui amènent à aller vers cette légalisation. Alors, évidemment, moi, dans ma façon de communiquer plus courte, plus directe dans les médias, je mets en avant les éléments positifs, et donc je vais les mettre tout de suite, et puis après on aura un débat. C'est 50 000 emplois estimés, notamment la production agricole. C'est le cannabis, une matière végétale extraordinaire. Il régénère les sols, il pousse facilement, il n'a pas besoin d'un tremble particulier, et en plus il fixe du CO2 dans le sol, ce qui répond au 4 pour 1000, 4 pour 1000 qui est une stratégie participant à la lutte contre le réchauffement climatique, lancée par la France sous l'égide du ministre Stéphane Le Foll, de fixer dans le sol du carbone. C'est donc de la rémunération apportée souvent dans des territoires qui sont pauvres pour des agriculteurs et pour tous ceux qui tournent autour, puisqu'après il faut valoriser. C'est des opportunités aussi pour ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'autre choix. On en discutait il y a peu. Un jeune garçon dans certaines cités à Marseille ne peut pas faire autre chose que de travailler pour la filière de trafic de cannabis. Il ne peut pas. Il est coincé dans son espace, coincé par l'environnement dans lequel il est, et il est emmené, sauf s'il venait à être pensionnaire dans un autre territoire, mais s'il habite à l'année, à la journée, dans certains quartiers de Marseille, il se retrouve dans une quasi-obligation de participer à ce trafic. Ce n'est pas donner des arguments pour expliquer pourquoi ils sont dans cette dérive, mais c'est dire ce qu'il en est. Donc cette légalisation permettrait aussi de fournir des produits, j'allais dire, les moins nocifs possibles, puisqu'ils seraient produits sous contrôle de l'État, comme on a très bien su le faire quand nous produisions du tabac, notamment dans l'Est et dans le sud-ouest de la France, contrôlés par la fameuse CETA. Ça serait des produits qui ne seraient pas frelatés, ça serait des produits qui seraient extrêmement clairs. Et puis ça permettrait deux points très importants, et j'en finirai là, Corinne. Deux points très importants. Un, la prévention, puisque ceux qui consomment apparaîtraient, donc déjà on pourrait mieux dialoguer avec eux, et surtout ils n'auraient pas de difficulté à souhaiter sortir d'une consommation peut-être addictive au cannabis, même si elle l'est moins que le tabac. Aujourd'hui, comme c'est dans l'illégalité, il est difficile de dire qu'on est addict au cannabis. Et puis l'autre point, ce sont les recettes fiscales, 2 à 3 milliards. 2 à 3 milliards d'euros, pour resituer, c'est 50% du plan santé prévu par le gouvernement actuel. Le plan santé, c'est une fois. Là, c'est en 2 ans, vous avez l'équivalent du plan santé qui rentre en termes de recettes fiscales. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Pour ma part, je pense qu'il doit y avoir une stratégie, évidemment autour de la prévention en termes de consommation du cannabis, pour réduire les risques, pour réduire la consommation, mais aussi une stratégie pour
c'est ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Nous avons, moi je me base dessus, un rapport fourni par Jean-Louis Borloo qui a des éléments critiques, mais qui a des bases assez solides pour dire comment nous pouvons traiter ce qu'on appelle de façon succincte les banlieues. Ce rapport demande un financement de 20 milliards d'euros. Donc on voit qu'avec 2-3 milliards de recettes, en 10 ans, on a les moyens de financer, si tant est que le rapport soit juste, hein, mais partons de ce postulat, on a le moyen d'avoir aussi la capacité de mettre en œuvre une politique spécifique qui accompagnerait cette transformation. Voilà, résumé extrêmement rapidement, le pourquoi du comment de mon engagement pour aller vers la légalisation contrôlée du cannabis sous monopole d'État. C'est ma position. D'autres, certains n'ont pas voulu signer, ils sont d'accord, mais ils n'ont pas voulu signer de LREM ma proposition de loi parce qu'ils ont trouvé qu'elle n'était pas assez libérale. Donc il y en a qui souhaitent aller encore beaucoup plus loin dans business to business. C'est absolument pas l'idée de départ. C'est un cumul de sujets. C'est un constat de ce qui se passe dans d'autres pays. C'est un chemin qui me semble nouveau que nous devons emprunter face aux échecs et aux catastrophes. Vous avez vu, malheureusement, ça tombait quasiment tous les jours sur nos alertes médias, les morts très jeunes, notamment à Marseille, dues au trafic de cannabis. Donc voilà l'engagement sur lequel je suis. Et puis on précisera des éléments. Merci beaucoup, François-Michel. Laurent Geoffrin, avec les engagés, vous avez débattu de ce sujet, vous avez développé des propositions que je te laisse développer. D'accord. Je suis en gros d'accord, mais évidemment j'ai des doutes. Je précise d'abord que, quoi qu'ayant dirigé Libération pendant une quinzaine d'années, je ne suis pas consommateur. Et ça paraît bizarre, hein. Alors, il y a des exceptions. Et donc, c'est pas une motivation pour approuver cette proposition de légalisation. En plus, j'aime pas trop cet univers, j'aime pas trop ce produit, je m'en méfie. C'est vrai que c'est à haute dose et dangereux, que ça crée des accidents de la route, etc. J'ai aucune appétence particulière pour le produit. Et quant à la discussion au sein des engagés, donc, notre mouvement, on est divisé, et donc extrêmement courageusement, on a décidé de mettre dans le texte que nous ouvrirons un grand débat. Un peu comme vous, d'ailleurs. Cela dit, le débat mérite d'être mené. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses fortes dans la proposition de loi, notre ami Lambert, mais ce qui est fort, c'est que la situation actuelle, ça ne marche pas. Ce qu'on fait aujourd'hui ne marche pas. On a une législation plutôt répressive, elle n'est pas toujours appliquée, hein. Elle est quand même répressive, et on est champion d'Europe des consommateurs. C'est bizarre. Et deuxièmement, les produits sont de plus en plus, en moyenne, pas tous, en moyenne, ils sont quand même plus dangereux qu'avant, plus addictifs, et quant à la croissance des gangsters, des mafias, des réseaux, etc., alors là, ça devient, là je suis fort, enfin, je suis plutôt, j'en ai vu beaucoup comme journaliste, mais là, je suis trop angoissé. C'est-à-dire qu'on est en train de laisser s'installer en France, pas seulement sur le cannabis, mais quand même l'essentiel du chiffre d'affaires de ces réseaux illégaux, ça vient du cannabis. Au moins la moitié, sinon les 2 tiers. On est en train de laisser s'installer des réseaux qui vont finir par ressembler à ce qu'on voit dans les fictions, qui ne sont pas vraiment des fictions, type Narcos et autres. Les Narcos, ça devient des États dans l'État. Alors on a une chance, pour l'instant, c'est que la corruption en France est quand même moins élevée que dans d'autres pays. Et donc, malgré leur prospérité hallucinante, les chefs des mafias de la drogue n'en sont pas encore à corrompre des ministres ou des députés ou des commissaires de police, encore qu'il y a eu des cas dans la police marginaux, mais qui existent et qui peuvent présager de ce que ça peut devenir. Parce que si on vous menace, si on menace vos enfants et comme on dit en face, vous aurez dans un compte discret 100 000 euros par mois, ça finit par faire hésiter un certain nombre de gens. Ce qui peut se comprendre. Hein.
Et donc c'est extrêmement dangereux, ça devient des États dans l'État, des États dans la ville, donc on le voit déjà. On voit à la télévision des scènes hallucinantes où les checkpoints, c'est pas l'armée américaine qui les fait, c'est les mafieux. Ils ont les checkpoints, alors vous pouvez pas rentrer, vous pouvez rentrer, vous êtes du quartier, allez-y, non, vous voulez consommer, très bien, allez-y. Vous, on ne vous connaît pas dehors. Et ça existe, c'est ravageur en termes politiques. Ça veut dire que la République n'est plus la République. Il y a une autre force qui a le monopole de la violence illégitime en l'occurrence, mais le monopole de la violence quand même, donc c'est eux qui font la loi. Et donc ce sont des vrais... on a utilisé souvent un territoire perdu de la République, qui était souvent outrancier et exagéré, et là c'est vrai. Ce sont des territoires que l'État ne contrôle plus. Alors, il va de temps en temps, des opérations de reconquête, et dès que les policiers s'en vont, ça recommence. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ont énormément d'argent. Et en plus, ça crée un mythe social qui est que pour les gamins des familles démunies, ça devient un idéal dans la ville. On va vivre comme Scarface, comme le héros de Scarface. Et donc c'est comme aux États-Unis, on va tous être milliardaires. Ça crée cette situation-là. Donc la situation actuelle est mauvaise. Alors Darmanin dit mauvaise parce qu'on n'en fait pas assez. C'est voué à l'échec, ce truc-là. Tel qu'on est aujourd'hui, indépendant de ce qu'on pense, et j'en pense plutôt du mal, du produit et de la consommation de hashish, de cannabis, etc. Donc il faut changer, il faut faire quelque chose. À partir de là, c'est là où les questions se posent. J'ai essayé de regarder, il y a un rapport parlementaire qui est très bien fait, hein, qui fait 300 pages. Si ça vous intéresse, je vous recommande de le lire. Ils ont étudié tous les aspects juridiques, sociologiques, psychologiques, tout ce qu'on veut, et ils ont fait une partie sur les expériences étrangères. Alors, ce que j'en ai tiré moi, mais Lambert me corrigera parce qu'il est plus expert que moi. En Uruguay, ça n'a pas marché parce que c'était mal organisé, et bon, c'est produit, et c'était le modèle étatique, hein, c'était le même modèle. Ça n'a pas bien marché, c'est un argument pour ceux qui sont au Canada, c'est très récent. Hein. Trudeau s'est fait élire avec ça dans son programme, mais il l'a mis en place, mais comme c'est récent, on ne sait pas très bien les effets. Parce qu'il faut mesurer, est-ce qu'il y a plus de consommateurs, moins, est-ce qu'il y a moins de mafias, plus de délinquants, il faut regarder ça. Et dans les pays proches de la France, c'est une dépénalisation. On ne réprime plus ceux qui consomment, mais la fourniture, la distribution, tout ça, c'est laissé en fait à la clandestinité. Donc les mafias existent toujours. J'ai lu des choses sur les Pays-Bas. Vous savez, il y a ces boutiques, ces coffee shops. Les coffee shops sont en partie pris en main par des gangsters et alors les maires s'en aperçoivent. J'ai lu un article là-dessus. Le maire s'aperçoit que le coffee shop, en fait, c'est une mafia. Donc il ferme le coffee shop. Il reçoit le lendemain un coup de fil en disant on sait où vos enfants vont à l'école, on les a priés de rouvrir le coffee shop. Là, évidemment, quand on prend ce genre d'exemple, on se dit, peut-être pas une idée de légaliser tout ça, à quoi ça sert, puisque la mafia est toujours là. Et c'est vrai que globalement, on a le sentiment que dans les pays où ça s'est produit, je parle de la légalisation, pas de la dépénalisation, la consommation a augmenté un peu, beaucoup moins que ce que disent les adversaires, ils disent que ça va exploser. Non, ça n'explose pas. 10-20% de plus. Enfin, ça va quand même plus. Et deuxièmement, la reconquête du marché clandestin par le marché légal, c'est assez lent en fait. C'est pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le trafic illégal continue, surtout si le rapport des prix n'est pas le bon, si c'est moins cher sur le marché illégal que sur le marché légal, ça pose un problème, c'est comme les cigarettes. Donc la mise en œuvre est complexe, difficile, elle peut être décevante même pendant des années. Et évidemment, comme il y a des échéances électorales, les opposants ont le jeu de dire, attendez, vous avez essayé, c'est grotesque, vous avez dit que ça ne marcherait pas, regardez, ça marche pas. Donc si je puis dire, c'est pas la panacée, l'égalisation. Mais la situation actuelle est tellement mauvaise que ça me paraît inévitable d'essayer, par un biais de transition. Et en étant prudent, en ne le vendant pas comme une recette miracle. Alors je crois que, vous direz, hein, dans le Colorado et dans les États américains, ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire que la délinquance a reculé. Parce que le but principal, c'est quand même de faire reculer la délinquance. C'est pas de transformer la France en capitale mondiale des babacools. C'est pas le projet, quoi. Le projet, c'est de faire reculer la délinquance. Et tout en acceptant cette addiction, qui est quand même une addiction. Donc dans les États américains, ça a plutôt bien marché. Et ils ont été pris sous un déluge d'impôts, de recettes fiscales. Le Colorado est richissime, ils ont un budget en excédent, ils ne peuvent pas faire de l'argent, parce que le hashish rapporte beaucoup l'État. C'est plutôt bien.
Donc, vous voyez, on ne peut pas dire regardez à l'étranger, c'est formidable. Non, ça dépend, c'est compliqué, ça dépend des circonstances. Et puis, j'entends, je suis pas fou, je suis long, hein. Ça va encore. Le dernier point, c'est que ça ne peut pas être, ce qui ne vous surprendra pas, hein, mais ça ne peut pas être envisagé indépendamment d'autres politiques. Parce que le cannabis, j'ai discuté, alors je vous conseille un bouquin qui s'appelle La Foresterie, qui est le président du MOUF, c'est une radio jeune du service public, il connaît très très bien le monde des banlieues, le rap, tout ça, et il a fait un bouquin très très bon sur le cannabis. Et il dit, vous êtes obligé d'y aller progressivement, d'abord, et deuxièmement, le cannabis, la consommation de cannabis, le trafic de cannabis surtout, est le reflet direct des difficultés françaises. En ce sens que c'est pas tellement que les gens se droguent parce que la société est mal faite, c'est que le trafic se développe sur les failles françaises. Donc si on ne les traite pas, les mafias vont continuer, ils vont se reporter sur la cocaïne ou sur l'héroïne. Alors on aura un peu moins de chiffre d'affaires pour les gangsters, mais ça va continuer. Si on n'a pas une politique simultanée, je vais prendre un archétype caricatural, gamin de banlieue qui, en bas de chez lui, il est un peu décrocheur scolaire, il a 15-16 ans, il a deux solutions, ou bien essayer difficilement de trouver un boulot à Paris, c'est loin, il n'a pas de relation, il n'a pas de diplôme, il fait avoir un diplôme, c'est long, ça coûte de l'argent, etc. Et en bas de chez lui, son copain qui est dealer, il gagne 200 € par jour. Donc il a tendance à tomber dans le deal, quoi qu'il en pense. Et donc, si on n'arrive pas à modifier ce choix, c'est-à-dire à donner un autre choix, eh ben, on n'arrivera à rien, parce que ça va continuer. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé au sein des engagés sur des mesures qui seraient susceptibles justement de donner une alternative, enfin, des solutions alternatives. Et ça demande beaucoup de volonté. Parce que le discours républicain global en disant que c'est les valeurs de la République, on va faire du social mais des services publics, c'est creux pour ces gens-là. Il faut leur donner des perspectives concrètes, immédiates. Donc on a discuté longuement avec des associations, avec des gens. Il y a un premier point, c'est de réduire le décrochage. Donc ça a été fait, on pense, sous Belkacem et sous Hollande. Il y a une réussite, il y a moins de décrocheurs, mais il y en a encore beaucoup. Mais il y en a moins. Donc ça, c'est une politique possible. Deuxièmement, il y a des politiques de coaching, il y a des boîtes, soit privées, soit publiques aussi, qui s'occupent des gens pour les sortir de leur quartier, pour leur donner les codes d'insertion dans le monde du travail, dans le monde universitaire. Mais il y a des mesures plus directes, consistant à dire il faut que tous ceux qui travaillent correctement, les boursiers, il y ait un quota de boursiers dans les classes préparatoires des grandes écoles, dans les universités. Il faut que les stages, moi je connais bien le système des stages dans les journaux, c'est toujours le cousin, la cousine du salarié qui est en place qui fait le stage. Ce qui fait que le mec qui vient de la Courneuve, il n'a aucune chance de jamais faire un stage. Donc il faut des filières spéciales organisées en tant que telles pour proposer des stages dans les entreprises à Paris pour les gens du 9-3. Et ça s'organise, c'est du boulot, ça existe, il y a des gens qui font ça. Mais ça s'organise, il faut que ça soit largement diffusé. Et il faut également qu'on vérifie dans les boîtes qu'il n'y ait pas de discrimination, même involontaire. Donc là aussi, le discours républicain global est un peu creux. Il faut regarder si la composition sociale de l'entreprise correspond vraiment à son environnement, s'il n'y a pas des biais involontaires qui se sont produits. On va faire du testing, un testing systématique, en disant, vous, dans votre truc, vous êtes dans le 18e, il y a des tas de gens de classe populaire autour de vous, chez vous, il y a des enfants de bourgeois, ça ne va pas, donc on vous sanctionne. Mais encore faut-il faire des sanctions par la loi, pour que ça se mette en place. Et donc, cette affaire de légalisation qui a l'air comme ça un peu folklorique et un peu sulfureuse, là, ça nous renvoie à une politique sociale de fond. Et cette politique sociale de fond consiste à tenir la promesse républicaine, faute de quoi c'est les mafieux qui gagneront. Et on aura ce qu'on a aux États-Unis, c'est-à-dire des États dans l'État, richissimes, qui vont commencer à menacer, y compris les maires, y compris les élus, en leur disant si vous nous emmerdez trop, vos enfants, ils seront enlevés et puis vous les retrouverez en morceaux. Et c'est comme ça que ça se passe dans les pays où ces mafieux ont pignon sur rue. Donc on est face à un danger majeur, pas le seul, un danger majeur.
Voilà ma conception de la légalisation, qui n'est pas une conception, comme vous l'avez compris, exactement libertaire ou libérale. Alors, avant de revenir, merci, avant de revenir sur les questions plus et sécurité et économie, parce que je pense qu'en réalité, elles sont très liées, donc ceux qui ont des objections à la dépénalisation et encore plus à la légalisation par rapport à ces questions de sécurité et d'économie, je voudrais revenir vers vous par rapport aux questions santé, sanitaire, les objections qui existent aujourd'hui dans le débat public. C'est d'une part le fait que, évidemment, le cannabis est une substance addictive, que certains disent qu'elle peut provoquer, elle a un effet qui provoque plus de cancer. Et puis il y a bien sûr les comportements, les effets sur les comportements, qui est effectivement un problème de sécurité routière. Fumer du cannabis et conduire, forcément ça ne va pas bien ensemble. Et puis surtout, je crois, et ça c'est peut-être la préoccupation la plus importante qu'on doit avoir, parce que les Français sont, et c'est là où on voit que cette politique actuelle ne fonctionne pas, les Français sont les plus gros consommateurs de cannabis en Europe, et ce dès l'âge de 16 ans. Et donc c'est la question de la consommation du cannabis chez les mineurs. Alors évidemment, si on légalise le cannabis, il ne sera pas question de légaliser pour les mineurs de la même manière que le tabac et l'alcool ne sont pas légaux non plus pour les mineurs, mais quel est l'effet par rapport... les objections, elles sont, voilà, est-ce que si on légitime la consommation du cannabis, est-ce qu'on sait qu'il y a une... Plus on vit dans un monde très anxiogène et on sait que les niveaux de consommation chez les jeunes de tabac, d'alcool et de cannabis sont très liés au niveau d'anxiété. Est-ce que on ne va pas au-devant de problèmes accrus, en particulier chez les jeunes, par rapport à des comportements d'addiction, de dépendance, et sachant que chez eux, la question des troubles psychiques, des troubles sur la mémoire, etc., peuvent être plus importants dans la consommation du cannabis. Merci beaucoup, Corinne. Je crois que c'est la question la plus difficile dans ce travail, parce que la certitude, nous l'aurons que au bout d'un certain temps. Je vais faire un peu un parallèle avec l'épidémie actuelle. La certitude que le vaccin fonctionne, nous l'aurons que quand nous serons sortis de la pandémie. De la même façon, la certitude que la légalisation n'a pas aggravé les problèmes de santé, les problèmes sanitaires, et notamment des plus jeunes, parce que nous sommes là avant tout pour nos jeunes, nous l'aurons totalement quand nous aurons abouti. Certes, d'autres pays le démontrent. Le Canada a déjà un recul de 2 ans et dans les premières statistiques, 50 à 60% du cannabis aujourd'hui consommé au Canada est maintenant issu du système légal, et ça va en augmentant. Et parallèlement à ça, on voit un recul, notamment des jeunes, en termes de consommation. Simplement, il faut revenir à la situation, et tu l'as dit, actuelle. La situation actuelle, c'est quand même 1 million de consommateurs quotidiens, 5 millions de consommateurs réguliers, et j'en rajouterai un point, c'est que le dealer, lui, il ne respecte pas l'âge de 18 ans. Il ne demande pas la carte d'identité pour s'assurer que celui qui va lui acheter a plus de 18 ans. Donc aujourd'hui, nos jeunes sont au contact, et peut-être bien plus au contact de dealers que de personnes qui leur parlent de prévention sur tout type d'addiction d'ailleurs. Ils doivent avoir plus souvent un contact avec un dealer qu'avec une personne qui leur parle de différents risques de l'alcool, de la cigarette, du sucre. On oublie que c'est une très forte addiction, le sucre, notamment dans nos territoires d'outre-mer, de dom-tom. C'est un enjeu crucial sur lequel on va essayer d'avancer, mais qui n'avance pas. Je referme la parenthèse du sucre, mais on oublie qu'on a peut-être bien plus grave avec la question du sucre qu'avec la question du cannabis en termes de santé publique, et à commencer par les enfants. Donc, effectivement, Laurent l'a dit, échec. On voit que dans d'autres pays, avec parfois pas les pleines réussites attendues, mais quand même des réussites, le fait d'aller vers une légalisation, ça permettrait tout à la fois de sortir des dealers du contact des enfants, parce qu'ils seraient de moins en moins présents, de pouvoir faire de la prévention de façon plus puissante, de pouvoir aussi, en cas de consommation par un mineur, je ne le souhaite absolument pas, mais qu'il accède à un produit qui sort d'un bureau de tabac,
donc qui n'est pas frelaté, qui n'est pas coupé avec des vieux pneus, qui n'est pas croisé avec d'autres choses. C'est ce genre de choses qui sont les éléments qui nous rassurent dans le chemin que nous devons prendre pour la légalisation. Se rajoutera aussi un travail sur 18 à 25 ans. Certaines études, il y a une étude qui vient tout juste de sortir du Canada qui remet en cause cette idée que, cette peut-être certitude ou cette peut-être vérité, je ne sais, moi je ne suis médecin, qu'en dessous de 25 ans, c'est dangereux de consommer du cannabis pour le développement de son cerveau. L'étude vient de dire le contraire. Mais on pourra quand même se poser la question de comment on traite la tranche 18-25 ans. Ce sont des adultes, mais des adultes qui sont dans une phase de risque plus importante que les adultes de mon âge. Je fais une petite parenthèse, je dois être écolo, je ne fume que des cigares, j'ai jamais fumé de cannabis. Ça, c'est mon côté cubain. Donc, c'est vraiment plutôt en tant que politique que j'aborde le sujet, et pas du tout en tant que libertaire, et par rapport à ces enjeux. Et enfin, je finirai sur un point qui est jamais dit, hein, presque, et, pardon, monsieur Geoffrin, que les journalistes n'ont jamais, je ne les ai entendus, expliquer la différence entre l'alcool et le cannabis pour la conduite automobile. Il y en a un, c'est vous êtes sous l'emprise, et l'autre sous l'empire. C'est ce qui est écrit dans le texte de loi. Quand vous êtes sous l'emprise, c'est-à-dire que vous avez consommé du cannabis peut-être il y a 48 heures et qu'il y a des traces de cannabis avec zéro effet sur vous, vous êtes immédiatement arrêté, vous avez une amende alors qu'il y a zéro impact. Vous pouvez même avoir respiré, par exemple dans les stades de foot, ou dans les concerts, beaucoup de cannabis ou dans une soirée où c'était vos amis, avoir des traces, ne pas avoir d'impact sur vous, hein, vous maîtrisez votre voiture, mais vous avez des traces, et là vous avez une amende prévue par la loi, alors que l'alcool, vous savez tous que c'est un taux au-dessus, en dessous d'un certain taux. Si vous venez de passer le permis, c'est zéro. Si vous avez déjà le permis, c'est 0,2 grammes. Et ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire qu'il y a zéro travail sur la réalité de la maîtrise ou non de votre véhicule quand il y a des traces de cannabis dans votre corps. Donc quand Gérald Darmanin dit qu'il y a 500 morts en France dues au cannabis, non, il y a 500 morts où on a trouvé des traces de cannabis dans celui qui était responsable de l'accident. Mais peut-être qu'il avait 2 grammes d'alcool et des traces infinitésimales qui n'avaient aucun impact sur la maîtrise de la voiture. Donc, et on n'avance pas si on ne dit pas les choses de façon très claire. Donc, pour revenir sur tout ce point, le cannabis qui deviendrait légalisé, pour revenir sur la question de la sécurité routière, on passerait à un taux de cannabis que les scientifiques définiraient, 0,1, je ne sais pas, 0,1 gramme, je ne sais pas si c'est en grammes, quelle est l'unité, quelle est qu'il faut utiliser, mais on redeviendrait scientifique, donc rationnel, donc en rapport avec la réalité de la maîtrise de la conduite d'un véhicule automobile ou pas, et non pas dans une morale, puisque en vérité ce que l'on cherche quand on sanctionne une personne, c'est la morale. Tu as consommé du cannabis, tu es donc dans l'illégalité, donc on te sanctionne, même si ça n'a aucun rapport avec le fait que tu maîtrises ou pas ta voiture. L'autre aspect, c'est que si on fait ça, je pense que il faut parer l'argument qui est fort pour les gens, même s'il n'est pas vérifié scientifiquement, c'est que dès lors qu'on autorise le cannabis, il y aura un report automatique vers des drogues plus dures. Alors qu'on consomme le cannabis, on est attiré vers des drogues plus dures. Ce qui paraît assez logique comme ça, c'est du temps blanc, effectivement. Apparemment, toutes les études sérieuses qui ont été faites sur la question réfutent, contestent cet argument. C'est-à-dire que les deux consommations sont largement, pas étanches évidemment, mais soit c'est des gens qui déjà consommaient les deux, soit c'est des gens qui consomment le cannabis d'une manière, je vais dire, raisonnable, ils passent très rarement aux autres drogues. Donc cet argument-là ne tient pas. En revanche, ce qui peut tenir, c'est que le fait d'assécher les ressources des mafias en réduisant le chiffre d'affaires illégal du
cannabis va les inciter à faire la promotion des autres, à accélérer, à demander à essayer de trouver plus de clients sur la cocaïne ou sur l'héroïne. Ça peut s'entendre. Ce sont des gens très malins, ce sont des gens qui font, c'est pas seulement des gangsters, c'est des commerçants. Ils savent comment. C'est pour ça qu'ils maintiennent l'ordre d'ailleurs dans les quartiers. Ils disent, mais s'il y a des crimes tout le temps dans les quartiers, les consommateurs vont mieux prévenir. Ils font eux-mêmes la police vis-à-vis des autres types de délinquance. Et de manière à avoir des îlots calmes où il y a des dealers et on peut commercer tranquille. Donc cette mesure qui a l'air d'être une mesure libérale, libertaire, les adversaires diront laxiste, naïve, etc. En fait, si elle a pour but principal de faire reculer la délinquance, elle doit s'accompagner d'une politique de sécurité assez ferme en fait, vis-à-vis de ces mafias. Il faut être plus coulant sur le cannabis, mais il faut être beaucoup plus dur sur les autres. Et pour moi, ça passera mal. Pour moi, je veux dire, c'est le taxisme. On a commencé par le cannabis, c'est l'engrenage fatal. Après, on va dire qu'il faut faire pareil pour la cocaïne, l'héroïne, ce qui peut un jour se poser d'ailleurs, mais dans l'immédiat, politiquement et socialement, il faut être plus compréhensif, plus libéral finalement sur la consommation de cannabis, et plus dur sur les trafiquants des autres produits. Ce qui veut dire qu'il faut, ce qui n'est pas agréable pour les gens de gauche, je vous dis d'emblée, il faut renforcer les effectifs de police, en tout cas dans ces quartiers. 2, il faut un parquet spécial, à mon avis, des organes judiciaires et policiers spécialisés dans la chasse aux trafiquants. Et il faut être très dur sur les trafiquants. À New York, ils ont largement fait reculer. À New York, ils ont le problème du crack, le problème de la cocaïne, ce qui n'est pas la même chose que le cannabis. Ils ont fait reculer ça en faisant tomber les parrains de la drogue. Mais ils ne sont pas allés de main morte, ils ont infiltré des gens dans les réseaux, ils ont fait un système d'écoute extrêmement sophistiqué, ils ont mis des moyens énormes. Et avec une volonté très très ferme de les faire tomber. Ce qui est logique d'ailleurs, parce que ces gens-là sont des barbares. Ils utilisent l'exécution sommaire, les armes de guerre en pleine ville, la torture, ils brûlent les gens dans les coffres de voiture vifs, exprès, c'est pas un accident, ils mettent les gens dans les coffres, ils mettent le feu pour faire un exemple, pour montrer ce qui arrive à ceux qui ne sont pas dans la vie. Et au passage, d'ailleurs, ça fait justice du mythe du dealer qui trouve un boulot. C'est ce que m'a expliqué la foresterie qui connaît bien. D'accord, c'est des gens qui gagnent 200, 300 euros par jour, plus parfois. Mais il faut comparer avec un emploi normal, qui est moins payé, évidemment. Dans un emploi normal, on a des droits sociaux, on paye des cotisations. Les gamins qui se mettent dans le deal parce qu'ils font du pognon rapidement, évidemment, il n'y a aucune protection sociale, je crois que ce soit aucune règle, etc. Ils sont sous la coupe d'un petit caïd. S'ils ne sont pas dans le droit chemin, ils ne recourent pas des peines de mise à pied ou de retenue sur salaire. Ils risquent d'avoir une balle dans le genou, ou d'être torturés à la chignole dans une cave. C'est comme ça, c'est la sanction de ces salariés-là, c'est ça. Et puis, si jamais ils vont trop loin, ils sont exécutés. Donc, c'est pas une vie. En plus, on dit, mais c'est un débouché. Non, c'est l'enfer. D'accord, on gagne à court terme, mais on fout sa vie en l'air, on se retrouve en prison, mais assez souvent, on a un casier, après pour trouver un boulot normal, c'est pas la manière. Bref, c'est épouvantable. D'où la nécessité de mettre tout en œuvre pour faire reculer ce monde-là qui est infernal. Et donc ça suppose à la fois d'être réaliste en matière de cannabis, mais d'être très très dur sur le reste. Et donc de faire des choses que la gauche aurait pu, parfois, à tort ou à raison, à faire. C'est-à-dire augmenter les effectifs de la police, augmenter les moyens, et faire en sorte que la justice juge rapidement et sévèrement ces contrevenants, ces criminels, et qu'on ne la trouve pas dans la nature, en prison en direct. Je crois qu'au Parti Socialiste, on n'a pas trop de problème à augmenter les effectifs de la police, et par ailleurs, on a... Je sais pas si... Oui, non, mais je pense que c'est vrai, mais je pense qu'au Parti Socialiste, c'est peut-être avec le Parti Radical de Gauche, on est sur ces lignes-là, mais c'est pas toujours le cas dans toute la gauche. Et on a d'ailleurs un atelier, je sais pas s'il a déjà eu, enfin je pense qu'il a déjà eu, je sais pas si en même temps, que sur la question de la réhabilitation du métier de policier, justement. Mais puisque tu t'es déjà revenu sur ces questions d'économie qui lient les problèmes des réseaux économiques souterrains et les questions de sécurité, peut-être je vais faire rebondir
François Michel là-dessus avant de prendre des questions de la salle. Il y a effectivement quand même parmi ceux qui s'opposent à la légalisation cette question de durcissement des réseaux de dealers si on leur enlève le cannabis, le fait qu'il puisse y avoir aussi des hybridations, des ingénieries agricoles de cannabis avec des taux de THC plus élevés qui donc deviennent plus attractifs pour certains consommateurs, donc sur des réseaux plus durs et qui font que le réseau de cannabis le réseau de deal d'économie souterraine par rapport à ces questions se maintient malgré la légalisation et le fait que effectivement économiquement c'est plus attractif d'être dealer que de travailler voilà. Donc ça ce sont les objections qui sont effectivement posées et donc je voulais te faire réagir par rapport à ça. Ouais, sur la dernière partie, c'est économiquement plus attractif d'être dealer que d'être même chauffeur-livreur. Je crois que Laurent a répondu. D'abord, la prochaine chose qu'il a répondu, c'est 200 à 300 euros par jour, très loin des 100 000 euros par jour annoncés par Gérald Darmanin. Aujourd'hui, on a un bourrage de crâne et il y a une partie des Français, surtout ceux qui sont éloignés de cette réalité, et tant mieux pour eux, parce que c'est des territoires difficiles. Les Français qui peuvent être loin de ça, mais qui entendent Gérald Darmanin dire ils gagnent tous 100 000 euros par jour, c'est le salaire de Messi, je le rappelle, se disent effectivement qui gagnerait 100 000 euros par jour voudrait devenir chauffeur-livreur à 70, 80, 100 euros avec les primes quotidiennes. Non, ce n'est pas vrai. Je crois que c'est des estimations. Non, mais vous avez tout à fait raison, c'est exactement cet argent, en plus avec zéro sécurité sociale et tout ce qu'il y a autour, pas de retraite, etc. Pour la question de façon sur les risques de se repositionner, etc., je vais faire un parallèle par rapport à la santé, notamment à une maladie type Covid-19. Quand quelqu'un est atteint, la première chose qu'on essaie de faire, c'est de faire baisser la charge virale. Et à partir de là, on apporte des soins et on les réajuste, et puis chacun réagit différemment. On sauve très souvent, heureusement, les patients atteints de Covid-19, je sais un peu dans l'actualité, et la première chose qui est faite, c'est on leur apporte de l'oxygène, on fait baisser la charge virale, on peut les refroidir, on les met sur le ventre, bref. Et on regarde comment chacun réagit, et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un risque de dérapage, mais la pression descend. Je rappelle, 1 million d'heures de police, alors plutôt que d'embaucher plus de policiers, c'est simplement qu'on va les réaffecter avec 1 million d'heures, et les policiers démoralisés, parce que ceux qui sont rentrés dans la police il y a 10 ou 20 ans, et qu'aujourd'hui on leur dit de courir derrière le petit dealer, voire le consommateur, le policier tué à Avignon, c'est parce qu'il venait d'arrêter une femme de 56 ans qui avait 3 grammes d'herbe dans sa main. Et le dealer est revenu et a buté le policier sans que lui sache qui était en train de revenir. Il était juste, bon allez tiens, hop, il m'a l'air d'avoir un peu de hashish là, madame s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez dans votre sac là? Et c'était pas pour ça, je pense, qu'il est rentré dans la police. Il en est mort. Donc, ce sont des vérités qui nous sont rarement rappelées. Il n'ira pas chercher une personne dans la rue en lui demandant vous pouvez ouvrir mon sac parce qu'il va y chercher du cannabis. Il ira sur d'autres missions. Donc, pour résumer, il n'y aura pas un grand soir, il n'y aura pas un 1er janvier de je ne sais quelle année où d'un seul coup, c'est le reflux de la pression des trafiquants et de leur réseau et l'avènement d'un jour merveilleux. Mais il y aura une baisse de la charge virale, je prends à dessein ce terme, une baisse de la charge virale extrêmement notable qui permettra derrière d'apporter des compléments, et ces compléments peuvent être dans des domaines de sécuritaire, peuvent être dans des domaines d'accompagnement, peuvent être dans des domaines de réaménagement d'espaces urbains pour reconnecter ces territoires, parce que certains sont coupés totalement, ne vivent plus du tout. J'ai un quartier à Gardanne, il y a 1 kilomètre du centre-ville de Gardanne, mais tu le fais qu'en voiture. Le
le kilomètre, le faire à pied, ça n'existe pas. Pas de trottoir, pas de piste cyclable, pas d'espace, pas de cheminement piéton. Alors que c'est facile à faire. Donc forcément, ces personnes sont déjà dans le quartier le pire de Gardanne. Et en plus, on leur dit, et on ne vous connecte pas à la ville. Il y a tout cela qui sera à mettre en œuvre. Merci. Alors, on va prendre des questions. Alors, je vois une, deux. Voilà. Donc, on va faire circuler les micros. Alors, il y a une personne par là, une personne par là. Puis on va essayer de faire plusieurs prises de parole et puis de faire des réponses groupées. Voilà. Bonjour, merci tout d'abord pour la qualité des échanges. Donc Alexandre de Seine-Saint-Denis, de la Fédération du 93. Moi j'habite une commune, Villemomble, qui actuellement est comme beaucoup d'autres communes en France en proie à des problèmes liés au trafic de drogue. Et en fait ma question, elle porte sur un point qui me semble-t-il n'a pas été abordé très profondément, qui est le blanchiment de l'argent lié au trafic. Voilà, parce que je vais partir d'un exemple concret qui me vient à l'esprit. Là, cet été, dans ma commune, après un contrôle de la répression des fraudes, il y a eu une fermeture administrative d'une boulangerie pour des produits qui n'étaient pas frais en boulangerie. Bon, cette boulangerie est située au cœur d'un quartier. Puis quelques jours après, on a eu le droit des émeutes orchestrées par des guetteurs et puis par un chef de point de deal. Et c'est en remontant la filière que les policiers se sont aperçus que la boulangerie en question, les financements, ils venaient pas du ciel, mais ils venaient du point de deal. Ils avaient été réinvestis localement sur cette boulangerie et sur d'autres commerces qui irriguaient justement le quartier, des kebabs, des supérettes, voilà. Et donc il y a tout un travail en fait aussi à faire là-dedans, et c'est pour ça que la question de la légalisation aussi, elle ramène à la question du contrôle des flux financiers, des taxes, des choses liées justement à cette économie-là, et qui, me semble-t-il, sont importantes, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le trafic, il rapporte directement via la vente, il crée des emplois illégaux, mais il essaye aussi de se diversifier en créant des emplois, en investissant dans l'économie légale, en créant des emplois, en ouvrant des commerces, et donc ça crée toute une série d'obligés autour de ça. Donc ça, voilà. Merci Alexandre. Merci. Bonjour, j'ai combien de temps? Non, vraiment court, parce que sinon on va pas pouvoir répondre à vos questions, puis tout le monde il y a plusieurs interventions, donc le plus court possible. D'accord. Mohamed Garèche, consultant en relations internationales, et j'habite à Paris. 2 points. Le premier est très rapide. Quand on parle de cannabis, légalisation du cannabis, faut faire la différence entre CBD et THC. Et si on ne fait pas la différence entre ces deux molécules, on se perd dans le débat. On parle de THC, parce que je pense que le CBD, déjà, de toute façon, il y a une obligation européenne pour que ça puisse être vendu en France, déjà. C'est THC, on est d'accord. Ok. Second point, j'aimerais apporter une petite grille de lecture géopolitique et de commerce international sur cette question. Tous les années, une entité de l'ONU travaille sur ces questions. Et dans ces rapports, ils nous disent que voilà, il y a 3-4 pays producteurs de cannabis. Le Pakistan, le Liban et notamment le Maroc. Si on veut lutter contre les réseaux de trafic de cannabis, il n'y a pas 14 000 moyens. C'est un produit du commerce international. Donc du coup, il faut couper l'herbe sous le pied des trafiquants. Et donc du coup, il faut intervenir directement au Maroc. Mais intervenir directement au Maroc avec une proposition intelligente qui réponde à leurs intérêts. Et l'intérêt que je vois, à mon avis, est économique. Et de se dire, ben voilà, vous les paysans qui cultivez cette plante parce qu'elle résiste bien au soleil et à la chaleur, on vous propose de les racheter, de les transformer à travers un labo sous forme de joint venture franco-marocain, de telle sorte à avoir des produits qui peuvent répondre aux différentes demandes des consommateurs et ou autres produits qu'on peut faire avec ce produit. Merci. Alors, il y avait quelqu'un juste derrière, et puis après on va
passer de l'autre côté, parce qu'il y a de la main gentiment, voilà. Madame. Oui, alors merci. Ça rejoint un peu ce que je voulais dire sur la question géopolitique. Tu as parlé de géopolitique, mais effectivement, moi je voyais plus nos voisins, donc ceux qui ont légalisé ou pénalisé, ne produisent pas sur leur territoire, ou s'il y en a, si tu as des précisions là-dessus, c'est la question de la production. Où est le produit, et si en France l'idée c'est de faire de la production sur le territoire, est-ce que la France a quelle surface agricole ça représenterait pour répondre en fait à la demande française et peut-être d'ailleurs européenne. Voilà, c'est quand même une vraie question d'agriculture qui se pose aussi là. Et sur la question du Maroc, je pense notamment, c'est des enjeux diplomatiques, c'est, je pense, une économie qui n'est pas assumée par le Maroc, peut-être officiellement, d'être producteur de cannabis d'une bonne partie de l'Europe, mais je pense que ce sont des revenus quand même non négligeables pour nos partenaires, notamment d'Afrique du Nord. Merci. Alors, il y a deux personnes et puis, oui, monsieur et madame devant, et au fond. Et après, on va arrêter les prises de parole, parce que sinon, on n'aura pas le temps de vous répondre. Oui, merci. Je suis une élue de Villeurbanne et juste deux mots pour dire que lors du précédent mandat, nous avons organisé un débat sur le sujet qui a fait l'objet d'un livre blanc qui a d'ailleurs été remis au président de la République, mais qui est resté sans réponse. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans le cadre des débats qui ont eu lieu, en présence d'avocats, en présence de médecins, il y avait dans la salle beaucoup de personnes qui, au début, étaient quand même opposées à la légalisation et qui ont constaté, au fil du temps, que si on n'avait pas les moyens de pouvoir arrêter les stupéfiants, eh bien, à la limite, il valait mieux les légaliser. Au moins, les personnes qui consomment auraient des produits sans doute de meilleure qualité. Et ensuite, on pourrait aussi régler un certain nombre de choses autour de l'économie. Parce que, comme vous l'avez dit, ces jeunes dealers, ils font vivre des familles. On est même allé dans les quartiers discuter avec des mères de famille. On a bien constaté qu'au début, elles étaient très inquiètes du fait que leurs enfants étaient guetteurs, mais que quand ils amenaient une aide pour payer le loyer à la fin du mois, elles étaient un petit peu plus tolérantes. Donc je pense que le sujet, s'il n'est pas développé dans le cadre de notre projet, au moins on pourrait poser les bases de l'ouverture d'un débat. Merci. Ensuite, monsieur et madame devant, et puis il y a deux personnes au fond, et puis on va clore les questions. Une chose qui n'est jamais mise en avant en faveur de la légalisation, c'est le poids d'un réseau commercial. Si vous le faites vendre par un buraliste, il n'ira pas recruter des clients. Tandis que le problème des réseaux, c'est que c'est un réseau commercial immense. Donc à partir du moment où vous légalisez, vous avez un réseau commercial beaucoup plus faible, donc je pense que ça milite en faveur d'une moindre consommation de cannabis. Deuxièmement, je pense que légaliser le cannabis c'est bien, mais à ce moment-là, il faut légaliser aussi toutes les drogues. La morphine, il faut la faire légaliser, il faut la faire vendre par les pharmaciens. C'est aussi simple. Alors, le vrai problème dans tout ça, c'est pas résolu, et je pense que c'est pour ça que les politiques hésitent, c'est que ça sera vraiment la révolution dans les banlieues. Alors, le problème derrière, c'est comment on traite la révolution dans les banlieues. Bonjour. Je voudrais confirmer ce qui est dit, qui est que les gamins qui font le guet font vivre leur famille aussi. L'autre point, je crois qu'il faut insister sur le fait que le monde des trafiquants est extrêmement dangereux, et en particulier pour les femmes. En particulier pour les femmes, dans le sens où il y a des viols, où il y a des violences vis-à-vis des femmes qui sont majorées. Dans la presse, on entend surtout les gamins qui se font tuer d'une balle. Et on entend peu toute cette violence-là, et je voulais insister là-dessus. Une de mes propositions, d'abord je suis pour la légalisation du cannabis, comme les sociétés actuelles, enfin je suis secrétaire de l'association Addiction France pour préciser un peu les choses. Les bénéfices fiscaux, moi je proposerais qu'ils soient réellement donnés aux quartiers qui ont le plus de deals de drogue, d'accord ? Parce que c'est une façon, à un moment, aussi pour les familles, un petit peu de redresser la tête et que le deal diminue et disparaisse.
Parce que ce que je peux dire aussi, et ce sera le dernier point, c'est que ces guetteurs, ces trafiquants qui sont dans les quartiers, qui fournissent quand même le cannabis, la cocaïne aux gens des beaux quartiers qui en consomment. Alors, au fond, voilà. Il y a 2 personnes au fond, puis après on arrête. Iliara Kunika, Fédération des Deux-Sèvres. Vous évoquiez la possibilité d'en faire un monopole d'État. Et moi, je dirais, pourquoi ne pas plutôt en faire une profession à l'accès réglementé et réserver l'accès aux professions liées à la libéralisation du cannabis aux personnes qui en vivent déjà, aux personnes des cités. Merci. Et juste à côté de vous. Voilà. Oui, bonjour à tous. Azouz, de la Fédération de Melun. Donc moi j'apporte mon point de vue de policier et puis d'expert national détaché à Europol, donc aux Pays-Bas. L'exemple des Pays-Bas est très intéressant parce que chez eux ils ont légalisé le produit depuis un petit moment. On a constaté énormément d'effets positifs mais aussi d'effets négatifs. Et le principal c'est c'est un pays qui est ravagé actuellement par on peut parler d'une guerre des cartels. Ils ont chez eux un milieu organisé qui n'existe plus chez nous, tel qu'avant. On a tellement bien lutté contre qu'on l'a remplacé par ce qu'on appelle le petit caïda des cités, qui est beaucoup moins facile à contrôler. Et chez eux, ça induit des pratiques qu'on retrouve au Mexique et qui existent maintenant au cœur de l'Europe. Également, ils se sont tournés vers d'autres produits qui circulent très bien, comme les stéroïdes. C'est un produit qui circule beaucoup au Royaume-Uni, beaucoup moins chez nous. Alors après, le débat est super important. On devrait l'avoir au niveau national pour que chacun puisse poser ses arguments. Parce que le cannabis en lui-même aussi induit d'autres effets. Un des premiers est de jouer le rôle de catalyseur pour toutes les maladies neuropsychiques, avec la paranoïa en tête de liste. Et derrière, bien sûr, si on légalise le produit, il faut aussi penser à renforcer les structures de soins pour prendre en charge les gens qui pourraient souffrir des effets secondaires. Merci. Laurent, tu veux peut-être Oui. répondre d'abord puis... Oui. Je vais réagir à l'affaire des Pays-Bas, parce que j'ai regardé effectivement l'exemple des Pays-Bas qui est très mitigé en termes de bilan, mais ils n'ont pas légalisé, si j'ai bien compris, ils ont dépénalisé la consommation et la vente au détail. Et tout le reste est laissé, c'est pas l'État qui s'occupe du reste. Et c'est pas non plus, je sais pas, ça faut corriger-moi si je me trompe, mais c'est pas des sociétés forcément identifiées. Il y a un débat actuellement pour créer une production locale de manière à ce qu'ils ne dépendent pas du trafic international pour l'approvisionnement de ces coffee shops qui en partie sont pris en main par ces réseaux mafieux. Mais peut-être que je me trompe. Ce qui tend à prouver que la proposition de loi de notre ami Lambert est meilleure parce que dès lors que vous faites une régie nationale, ça a déjà existé, il y avait une régie nationale extrêmement. Il y a aussi un souvenir colonial qui portait. Et même du cannabis. Il y avait une régie nationale de l'opium pour vendre de l'opium aux indigènes qu'on ne vendait pas en France. Mais c'est un mauvais exemple. Mais bon, ça existe, donc on peut faire une régie nationale et ensuite c'est distribué effectivement par les pluralistes, ça peut marcher ça. Enfin, embaucher les dealers dans ces trucs-là, c'est pas une reconversion. Il faut trouver un système, ça va exister, mais pas notre système. Encore une fois, on voit bien qu'on ne passe pas du tout de l'enfer au paradis, serait-il artificiel. On résout certains problèmes, on en crée d'autres, et on essaye que le solde soit positif. Apparemment, il l'est dans beaucoup de pays qui ont légalisé l'affaire. Ça fait quand même reculer un peu la délinquance, et ça sèche un peu les ressources financières des mafias, et ça n'augmente pas considérablement la consommation, et ça permet d'en faire une politique de santé publique, c'est quand même plus simple. Alors, oui, de façon plus globale, je pense que Laurent Geoffrin l'a dit, c'est ce qui nous porte aussi, et probablement aussi le pourquoi de la décision de mettre cet atelier par le Parti Socialiste, et je l'en remercie encore, c'est que j'ai quasiment tous les sujets autour du cannabis, nous sommes dans une impasse, ça n'avance plus, c'est impossible d'avancer. Impossible d'avancer sur la question de la sécurité, impossible d'avancer sur la question sanitaire, impossible d'avancer sur la question des territoires perdus, impossible d'avancer sur les coûts colossaux, 1 milliard d'euros quand même, que ceci engage, 1 million d'heures
de police, impossible d'avancer, impossible. Il n'y a pas d'horizon que l'on s'en sortirait. Donc, à un moment donné, il faut reculer, mais reculer n'est pas de la lâcheté, contrairement à ce que dit Gérald Darmanin. Combien de fois la société, notamment la société occidentale, a reculé sur des certitudes et a reconstruit autre chose. Je vais faire un parallèle. Je suis certain qu'on trouverait dans la forme du débat actuel les mêmes résonances que le débat de l'IVG. Il y avait ah mais non, il faut juste expliquer aux femmes pourquoi elles doivent garder cet enfant, accepter l'IVG, c'est de la lâcheté, au contraire, il faut les punir plus fort, comme ça elles ne seront pas tentées. Je suis sûr que c'est les mots qu'utilise Gérald Darmanin, vous les trouvez exactement de la même façon dans le combat pour l'IVG. Je fais évidemment pas le parallèle entre les deux. Il y en a un, c'est quand même très personnel, l'autre, c'est plus un sujet de société. Mais au fond, ce sont les mêmes ressorts moraux, politiques, dans lesquels nous sommes. La question de la légalisation du cannabis, elle est peut-être aussi dans la peur que Simone Veil et tous ceux qui ont voté la libéralisation, on dirait pas libéralisation, l'autorisation de l'interruption volontaire de grossesse, de se dire on va passer, je crois que c'était 200 000 à 1 million d'avortements annuels. Il y a eu cette peur à l'époque, ça ne s'est pas fait. Mais à un moment donné, ce qui s'est fait, c'est qu'on a apaisé la société, c'est qu'on a redonné des perspectives à des personnes, c'est qu'on a sorti de risques sanitaires extrêmement importants. Mais je suis pas dans je pense qu'il n'était pas dans la certitude d'avoir le bon chemin, et il fallait emprunter ce chemin parce que l'autre n'existait pas. De la même façon, c'est ce que nous devons avoir en tête dans le cadre de la légalisation du cannabis, c'est que nous sommes au bout de la morale qui nous amène à dire que c'est pas bien de fumer du cannabis. D'ailleurs, à un moment donné, je vois pas trop la différence par rapport aux autres addictions, hein, le tabac, l'alcool et le sucre. En quoi c'est mieux de boire 2 litres de vodka un samedi soir plutôt que de fumer un joint un samedi soir. Je n'arrive pas à comprendre, hormis le plan de la morale, c'est-à-dire ma perception personnelle, quelle est la vraie différence de l'un par rapport à l'autre. Je dirais 1 litre de vodka est beaucoup plus dangereux qu'un joint un samedi soir. Voilà. L'argument, c'est qu'on ne va pas ajouter une addiction à une autre, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est pas mon argument. Non, mais alors après, dans le débat public, on a ça. Après, dans le débat public, certains craignent, demandent, j'ai entendu, que toutes les drogues soient légalisées. Je pense que ça ne viendra pas, mais en tout cas, ce n'est pas le sujet du moment, ce n'est pas la pression du moment, ce n'est pas la charge virale, comme j'imagine, par rapport à des questions de médecine du moment. Pour répondre rapidement à quelques questions, où sera produit le cannabis? Alors la Suisse est déjà en capacité de produire du cannabis, le Portugal en produit, la France pourra en faire. Laurent Geoffrin vient de rappeler que les Pays-Bas réfléchissent à produire du cannabis. Et on a largement, nous la France, peut-être même plus que les autres pays, les espaces agricoles pour ceci. Pour la question des emplois, moi je reste quand même sur le contrôle par l'État. Donc je pense que c'est par le réseau des pluralistes, il y aura des emplois, ils viendront ce qu'ils viendront. La structure de soins psy, le risque que ça catalyse, et j'ai bien entendu votre remarque, monsieur, je dirais que c'est d'abord le vrai problème en France, c'est que nous n'avons pas assez de moyens. Je ne connais pas bien le programme du Parti Socialiste en la matière, mais j'espère que c'est dans le programme de 2022, c'est de mettre des moyens sur ce sujet, indépendamment de la question du cannabis. C'est une très grosse faiblesse en France, notre approche des problèmes psy de notre population. Et c'est pas la question du cannabis, c'est la question plus globale. La question du blanchiment d'argent, ben oui, voilà, ce sont des machines. Et je finirai, parce que c'est l'heure, je finirai par un sondage de juin, pour que vous compreniez peut-être les postures de Gérald Darmanin et de Emmanuel Macron. Elles sont extrêmement politiciennes et calculées pour 2022. C'est ma perception, en plus du côté moral de Darmanin et peut-être du côté un peu réac du président de la République. 51% des Français sont pour la légalisation du cannabis. 75%
des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, potentiels, puisqu'il n'est pas candidat. 77%, s'il est candidat, mais il n'est pas encore en liste, 77% des électeurs dits de Jadot, c'était le cas pareil le sondage, 61% des électeurs de Anne Hidalgo, 54% des électeurs de Macron, voilà aussi, pourquoi il fait ça, 40% des électeurs de Marine Le Pen, c'est quand même pas loin du 50%, mais par contre, 33% des électeurs de Xavier Bertrand. Les plus réacts, ce ne sont pas le Front National, c'est au sein des Républicains. Et donc c'est un message envoyé à un électorat pour qu'il n'oublie pas de voter Emmanuel Macron en 2022. Je pense que ça fait partie de la stratégie. Et je le dis d'autant plus que quand on a déposé, je dis on parce que notamment mon collaborateur Rémi qui est bien plus calé que moi sur la matière, car il travaille dessus depuis des années, quand nous avons déposé en juillet 2019, au même moment, certains cadres de la République en marche disaient Macron mettra dans son programme de 2022 la légalisation du cannabis, et c'était tout à fait logique. Caroline Jean-Pierre, Jean-Baptiste Moreau ont co-signé la proposition de loi. Ils ont eu le courage de continuer à dire qu'il faut légaliser. D'autres l'ont fait. Mais il y a eu ce revirement parce que par tactique, sur l'élection de 2022, il faut aller chercher les électeurs, les républicains, car c'est de plus en plus difficile grâce au fait que la gauche et les écologistes ont repris les couleurs, de plus en plus difficile de trouver des électeurs de ce côté-là. Et un des marqueurs, eh bien, c'est la morale, cette morale qui d'ailleurs a failli faire capoter la loi Simone Veil, et elle a trouvé où, dans la gauche, la majorité qui lui a permis de gagner cette loi de l'IVG. Je crois que personne ne sera surpris que... Personne ici n'est surpris que Emmanuel Macron a souvent des positions politiques qui relèvent plus de l'opportunisme que de la conviction. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Je crois qu'au Parti Socialiste, alors pour tout vous dire, sur ce sujet, si on n'a pas mis dans le projet, c'est pas parce qu'on a essayé de le mettre sous le tapis. C'est vraiment une discussion qu'on a eue au sein du secrétariat national à plusieurs reprises, en bureau national, où il y a plusieurs personnes qui ont soulevé le sujet. Je crois qu'on est de plus en plus nombreux à la direction du parti, parlementaires, mais aussi élus locaux. Et donc je pense que ceux qui expliquent que en fait on voudrait pas légaliser le cannabis pour acheter la paix sociale dans les quartiers, je pense qu'ils devraient revoir leur copie, parce qu'on a beaucoup de maires de villes de banlieue notamment qui pensent qu'il faut vraiment engager le sujet très sérieusement et poser la question, parce que comme vous le disiez, les dealers sont dans les quartiers, mais les consommateurs n'y vivent pas souvent. Et donc ces questions-là, je crois que la raison pour laquelle on n'a pas fait ça, la manière dont on construit le projet à travers 6 livrets, c'est que en fait ça touche à tellement de choses qu'on s'était dit c'est un sujet tellement complexe. Si on l'aborde uniquement dans le livret de la santé, la légalisation du cannabis par rapport à la question de santé, on va nous dire mais vous oubliez tout un pan parce qu'on faisait les choses mois après mois. Et puis si on rentrait ça en parlant de politique de la ville, vous allez nous dire mais vous voulez vous occuper des inégalités territoriales de la politique de la ville et votre truc c'est le gadget de la légalisation du cannabis. En fait, on était un peu voilà. Donc mais vraiment c'est pour ça qu'il y a cet atelier aujourd'hui, c'est parce que c'est un sujet qui on pense que c'est vraiment important qu'on continue d'y réfléchir. Je pense que globalement, et je vais parler en son nom, mais il l'a dit déjà à plusieurs reprises en bureau national, Olivier Faure lui-même est plutôt favorable à ce que non seulement à ce que ce débat s'engage, mais plutôt qu'on cherche comment, parce que c'est, comme vous l'avez dit tous les deux, c'est un sujet très complexe, très délicat. Donc quels sont les bons équilibres, quels sont les bons mécanismes dans une loi de non seulement de dépénalisation, mais de légalisation contrôlée du cannabis. Et donc c'est plutôt dans ce sens-là que nous souhaitons travailler ensemble et avec vous. Et donc j'espère que dans les prochaines semaines et les prochains mois, nous pourrons continuer à avoir ces échanges au sein du parti pour que nous ne soyons pas démunis lorsque ce sujet arrivera inévitablement dans le débat pour les élections présidentielles et législatives. Merci à tous.